Nous sommes là face à une série de conférences qui portent sur la démocratie. Fabien Nathan, qui est sociologue de son métier, docteur en études du développement de l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève, rien que ça. À Chambéry, donc il est vice-président de l'association Émancipée. Et puis en dehors de cette présidence, eh bien, je crois qu'il anime des conférences, des ateliers, etc. pour former, éduquer les gens aux propos, au concept de l'association Émancipée. Et puis plus proche de moi, nous avons Gérard Vola, qui est comédien. Alors je pense que là, ce soir, non, ça ne sera pas ça. Et donc il est aussi metteur en scène, il est titulaire d'un DESS de gestion d'entreprises culturelles et développement culturel. Et à Chambéry, il est co-président de l'association Émancipée. L'association Émancipée, c'est une association qu'ils ont fondée, je crois, en 2019 et qui a son siège à Chambéry. Et donc, comme son nom l'indique, émanciper, c'est un terme qui signifie la volonté d'essayer d'apporter aux gens plus de liberté, plus d'autonomie, et y compris aussi une gestion plus libre, plus autonome et puis lucide aussi, autant sur le plan économique qu'au niveau des écosystèmes. Et donc, si on parle d'émancipation et d'émanciper, ça veut dire que nos deux conférenciers sont convaincus que nous vivons dans une situation marquée par des dominations qui sont, à leurs yeux, si j'ai bien compris, prégnantes. Et donc, d'où ces conférences qui vous sont proposées ici et à partir donc de ces 4 sessions. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être présents ici en nombre et je tiens à remercier aussi la QCV et l'Université populaire de nous recevoir pour plusieurs sessions. On est très honorés de votre confiance. Merci beaucoup aussi à Agnès qui a tout dit en matière d'introduction. Donc sans plus tarder, je vais introduire la deuxième session. Le plan, à quelle sauce on veut vous manger. Donc ça, c'était la dernière fois. On vous a parlé de l'histoire et des caractères de notre gouvernement actuel qu'on appelle représentatif. Cette fois-ci, on partira dans une exploration de la démocratie réelle dans l'histoire. La fois prochaine, la démocratie réelle aujourd'hui. Et la 4e session, on va la fusionner avec la 3e. Finalement, elle n'aura pas lieu. On prendra des éléments de la 4e qu'on introduira dans la 3e. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là et pour ceux qui sont là aussi, je vous propose un petit résumé de l'épisode précédent. Parce que c'est bien d'avoir ces éléments en tête, même si on passe maintenant sur la démocratie dans l'histoire, c'est toujours bien, surtout pour la fin de notre intervention, de garder ces éléments en tête. Donc, la dernière fois, on a vu que la démocratie, un démos kratos, c'est bien le pouvoir des citoyens de décider dans quelle société ils veulent vivre. Et que dans cette acception-là, si on prend ce mot au sérieux, notre régime n'est donc pas une démocratie, puisque nous ne décidons pas de la plupart des affaires qui nous concernent, mais il n'est pas non plus une dictature, évidemment. C'est un autre type de régime. Et on a vu que les fondateurs de notre régime, au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, étaient ouvertement antidémocrates. Ils étaient agoraphobes, ils étaient donc contre le peuple, qui, lui, à certains moments, exigeait de la démocratie directe. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait au moment de mettre en place le nouveau régime et de mettre fin à l'ancien régime, à la féodalité? Ils ont mis en place une aristocratie, également, de personnes distinguées, que ce soit par la richesse, par la propriété, par l'éducation. Ils ont fait ça grâce à l'élection. L'élection, on l'a vu aussi, c'est un acquis des sciences politiques depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant. L'élection désigne toujours, par essence, une aristocratie différente des gens ordinaires. C'est-à-dire que les élus forment une classe qui diffère des personnes qui les ont élus. C'est un effet induit par l'élection qui se produit à chaque fois. On a vu aussi qu'il y avait une confusion entretenue sur le mot démocratie qui dure jusqu'à maintenant et qui a commencé dans les années environ 1830
Et en 3 générations, à partir de l'an 1830, le mot démocratie passe de gouvernement par le peuple pour le peuple à gouvernement de politiciens élus qui décident au nom du peuple. Et on est toujours dans cette acception-là. Dans le régime représentatif, la souveraineté populaire et l'égalité sont certes proclamées, mais elles sont purement théoriques. Elles sont remplacées par la souveraineté de la nation. Donc, dans les débats, on oppose la souveraineté de la nation et la souveraineté du peuple. L'élection est le mode principal de désignation, d'où la formation d'une aristocratie ou d'une oligarchie, gouvernement de peu de gens. Et il y a séparation et équilibre théorique des pouvoirs dans notre régime. Aujourd'hui, il y a prépondérance également du leader charismatique. Ce n'était pas toujours le cas, hein, même dans les régimes représentatifs antérieurs, qui est en campagne permanente de communication. Et le peuple a tendance à se sentir de plus en plus impuissant, ce qui fait l'objet de nombreux travaux de sciences politiques sur la crise politique que nous vivons aujourd'hui. Alors, je te passe la parole. Alors pour clore cette introduction, je vous propose une petite métaphore maritime, parce qu'après tout, pourquoi pas quelqu'un qui commande, mais à condition qu'il obéisse au peuple. Et c'est toute la différence qu'il y a entre gouverner et diriger. Hein, parce que gouverner, ce n'est pas diriger. Alors je vous propose cette petite métaphore. Voilà, bon là on est une vingtaine ce soir, et puis allez, on va décider, si vous le souhaitez, de faire une petite balade en Italie, à Florence, en Toscane. Vous êtes d'accord? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Merci pour votre soutien. Merci pour votre soutien. Alors donc, on va à Marseille et on monte sur le bateau à Marseille. Et bien sûr, il y a le capitaine. Le capitaine, il tient le gouvernail, il gouverne, il en a les compétences. Et donc, le bateau part. Et qu'est-ce qu'il fait, le capitaine? Il part sur la droite. Il va sur les Baléares. C'est pas ce qui avait été dit, c'était pas le cap qui avait été proposé. On avait dit l'Italie. Et donc, on va lui dire au capitaine, on lui dit capitaine, Florence, c'est à gauche. Hein? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait du capitaine s'il refuse? On ne peut pas lancer à la mer. Hein. On le fout à la baille. Voilà. Hein? On s'assure que la décision a bien été respectée, la direction a bien été respectée. Hein? Parce que en démocratie, c'est le peuple qui donne le cap et les gouvernements exécutent. Voilà, c'est toute la différence, et on peut retrouver ça dans les propositions de Rousseau aussi. Voilà, c'était la petite métaphore maritime. Donc on va débuter par la démocratie athénienne. Alors bien évidemment c'est un balayage, hein, parce qu'il faudrait une cinquantaine d'heures pour creuser sur l'histoire grecque. Alors bon, simplement pour bien avoir les idées en place, 7e siècle, 6e siècle, c'est la période archaïque. Alors, on va simplement glisser dessus, et puis on va surtout parler du 5e et du 4e, qui est la période classique. Hein. Donc l'instauration de la démocratie est le produit d'une crise sociale et politique, hein, parce qu'il y avait donc à l'époque archaïque des inégalités insoutenables entre les populations et les aristocrates, hein, qui étaient au pouvoir. Donc il y a eu les réformes de Dracon, une première réforme de Dracon sur la justice au 7e siècle, hein, vers 620. C'est le premier code de loi écrit, c'était sur le meurtre, hein, meurtre volontaire, involontaire. On a retrouvé des traces, mais on a moins de documentation sur le 7e siècle. Hein. Ensuite, les réformes de Solon. Là, ça devient important parce que Solon, il abolit l'esclavage pour dette. Hein. Parce qu'à l'époque, le paysan qui ne pouvait pas payer sa dîme, en quelque sorte, eh bien, il était transformé en esclave. Donc il abolit cet esclavage et il crée les tribunaux populaires, notamment l'Élié avec les Élias, qui était un tribunal de justice. Il crée une première boulée, bon, ça se discute avec 400 bouleux, 400 personnes.
Une première assemblée. Ensuite, on arrive aux réformes de Cliston. Là, on est à 508. On approche du 6e siècle, du 5e siècle, qui met en place la boulée de 500 bouleutes, on va y revenir. Et il crée aussi l'isonomia. L'isonomie, c'est une égalité politique, c'est la possibilité pour les citoyens d'exercer des droits politiques. Et il y aura des améliorations au IVe siècle. Donc ces réformes vont assurer l'établissement définitif sous Clisthène de la démocratie. C'est donc presque 2 siècles de retour d'expérience démocratique, et ça c'est très intéressant à étudier. Alors, on parle bien d'Athènes, hein, je précise, la cité-État d'Athènes au 5e, 4e siècle, avant Jésus-Christ, qui est le berceau de la démocratie. Alors, on va vous détailler un tout petit peu les institutions que les Athéniens ont inventées et qui ont permis ces 2 siècles d'expérience démocratique. Ça commence par l'Assemblée, qu'on appelle aussi Ecclésia. Donc l'Assemblée se réunit environ 30 à 40 fois par an, pendant une journée, exceptionnellement pendant 2 jours. Et elle réunit à peu près 6000 personnes. Il y a une capacité de 6 à 8000 personnes sur 30 000 citoyens athéniens. Donc, 6000 personnes sur 30 000, ça fait à peu près 20% des gens qui étaient à l'époque considérés comme citoyens, qui se réunissaient 30 à 40 fois par an à l'Assemblée sur la Pnyx. La photo représente ce qui reste de la Pnyx aujourd'hui, et puis en fond, il y a l'Acropole. Alors, l'Assemblée, l'Ecclésia, délibère de toutes les affaires communes de la cité. L'économie, les fêtes, les guerres, les alliances, l'équipement. Elle confirme les magistrats, donc ceux qui vont exécuter les décisions, et les ambassadeurs. Elle attribue des récompenses, elle attribue ou non la citoyenneté, elle peut mettre en accusation toute personne qui exerce le pouvoir, etc. Donc c'est le lieu principal du pouvoir, en assemblée directe. L'Ecclésia est dominée par les pauvres et les classes moyennes. Alors, c'est assez ritualisé au niveau des prises de parole. Il y a un préambule, ensuite il y a une proposition, ensuite il y a une argumentation. Et les débats à l'Assemblée pouvaient être assez houleux. Enfin, c'est pas qu'il y avait pas énormément de débats, mais il y avait énormément de prises de parole pour faire ces propositions-là. Mais la foule pouvait crier des questions, elle pouvait applaudir, elle pouvait rire, protester, elle pouvait huer pour essayer d'influencer le vote final. Donc c'était pas forcément de tout repos de prendre la parole à l'Ecclésia. Une magistrature archaïque, donc qui gérait les affaires courantes et appliquait les lois. Lois qui avaient été décidées par l'Ecclésia, donc par l'Assemblée du peuple. Donc, ils sont tirés au sort avec un appareil qui s'appelle le clérothérion, qu'on voit derrière, là, très intéressant. Donc, il y a 600 volontaires parmi 20 000 citoyens de plus de 30 ans. Parce que pour accéder, pour être juge au tribunal, on passe un petit examen, la dokimasia, et donc c'était une simple formalité, mais on vérifiait que le candidat remplissait les conditions, donc avoir au moins 30 ans, il n'avait pas été condamné préalablement, etc. Quoi. Donc c'est ouvert à tout citoyen se jugeant capable. Ce sont des charges annuelles non renouvelables. Et il y avait aussi des gens qui étaient élus, parce qu'il faut le repréciser, là on l'avait expliqué à la première session, parce que les Athéniens inventent la démocratie, le principe central en démocratie, c'est le tirage au sort, puisque la boulée, ce conseil est tiré au sort, l'ailier aussi, le tribunal du peuple est tiré au sort, mais ils ont inventé aussi l'élection, qui était réservée pour des magistratures, voilà, des stratèges, notamment la guerre, parce qu'il faut savoir que à Athènes, on faisait beaucoup la guerre. 2 années sur 3, et ils partaient en guerre. Et ils partaient qu'au beau jour. C'était une convention, y compris à Sparte, tout ça, c'était la guerre. Donc le stratège, le général, les généraux, c'était important comme place. Et puis aussi l'aspect des finances. Ça, c'est des gens qui étaient élus. Mais ça reste quand même minoritaire, et surtout, on en parlera après, ils rendaient des comptes chaque année. Donc, ces charges annuelles non renouvelables, par exemple, Périclès a été réélu pendant 15 ans. À la fin, sa
mal passé pour lui. Il a été quand même déchu comme stratège. Hein. Il a payé une très grosse amende. Et Phocion, alors là, c'est un peu une exception. C'est au IVe siècle. C'était un général. Et lui, pendant 45 ans. En fait, il s'est fait très très vieux. C'était un militaire, un général. Et 45 ans, il était réélu. Enfin, il y avait plusieurs stratèges militaires. Ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart de ceux qui exerçaient, qui mettaient en œuvre les décisions qu'on appelle les magistrats, étaient tirés au sort, mais il y avait une petite partie qui était élue quand même. Alors, je vais vous parler du conseil qu'on appelle aussi la Boulet, qui se réunissait également sur la PNIX. Donc là, c'est 500 personnes de plus de 30 ans qui sont tirées au sort également. Le tirage au sort, c'est vraiment central en démocratie. Tiré au sort pour 1 an, et c'est limité à 2 fois par vie. Un citoyen ne pouvait pas être tiré au sort plus de 2 fois. Chaque circonscription de l'Attique, qu'on appelait des DEM, il y en avait 139, qui étaient regroupées en 10 tribus sur une base géographique, pas sur une base sociale, désignaient ses candidats volontaires. Puis, parmi ces candidats, on en tirait au sort 50 par tribu. Donc 50 fois 10 tribus, 500. Les bouleutres, donc les gens qui siègent à la Boulet, sont rémunérés les jours où ils siègent. Ce qui permet aux pauvres d'exercer le pouvoir, eux aussi, d'accepter cette charge. Alors la Boulet, c'est la magistrature la plus haute. Elle prépare et elle exécute les décisions de l'Assemblée. Et ça, c'est une leçon très importante d'Athènes, c'est qu'il n'y a pas que 3 pouvoirs dans une société. Il n'y a pas que l'exécutif, législatif et judiciaire. Il y a aussi la mise à l'agenda des décisions. C'est un pouvoir. Et la base de l'expérience athénienne, c'est de diluer le pouvoir le plus possible en instances qui se contrôlent les unes les autres. Et donc, il y en avait une qui préparait les décisions, qui mettait à l'agenda, c'était la Boulet. Et elle discute aussi les projets mis à l'ordre du jour par l'Assemblée. Donc, on peut dire qu'à peu près la moitié des décisions de l'Assemblée sont en réalité des ratifications de propositions qui viennent du Conseil. Un petit peu comme notre bicaméralisme, il y avait également deux instances. La Boulet a des responsabilités capitales en diplomatie. Elle reçoit les ambassadeurs, elle décide de les introduire ou non à l'Assemblée, elle négocie avec eux et elle propose le résultat qu'on appelle des pro-boulemas à l'Assemblée. Elle est également en charge de la marine, elle supervise toute l'administration, en particulier les finances, et donc les magistrats élus notamment, et elle exerce un contrôle sur ces magistrats. Alors il se trouve que la Boulet, c'est la seule instance à pouvoir mettre en accusation un de ses propres membres. C'est-à-dire que pour les Athéniens, il fallait absolument être vertueux et être démocrate quand on exerçait les charges et faire allégeance à la démocratie. Et tout le monde pouvait être mis en accusation. Et les membres de la Boulet, eux, ils pouvaient même mettre en accusation d'autres membres de la Boulet. Alors là, je vais vous parler maintenant des tribunaux populaires. Il y avait un caractère populaire de ces tribunaux. Et on parle de l'ailier. L'ailier, c'est très intéressant. Il y a un corps des Élias qui prêtait d'ailleurs un serment, le serment des Élias, qu'on peut retrouver dans les documents. Extrêmement intéressant, c'est extrêmement sérieux. Il prête serment dans le respect des lois, l'impartialité, la recherche de la justice. Et ce corps des Élias, il y en avait 6000. 6000 tirés au sort parmi les citoyens volontaires de plus de 30 ans. Pareil, qui étaient recrutés dans l'EDEM. L'EDEM, ils avaient fait une architecture, il y avait 139 DEM dans l'Attique, il y avait une réforme et on avait fait en quelque sorte un découpage administratif, quoi. Comme ce serait des petits départements, quoi. Donc, en leur sein, au sein de ces tribunaux populaires, alors donc, il faut quand même préciser que Périclès avait introduit la mystophorie, c'est-à-dire le mistos. Le mistos, c'était donc, ça variait 1, 2, 3, 4 oboles. Les gens avaient une indemnité. À la fois les bouleutes, ceux qui appartenaient au Conseil de l'Assemblée, c'était le mistos bouletikos. Et là, c'est le mistos eliastikos pour l'ailier, en grec. Donc, en leur sein, il y a les dicastes. Les dicastes,
DIKASTES, c'est les membres des tribunaux populaires. C'est des juges qui sont tirés au sort parmi les Éliastes, parce qu'ils n'étaient pas tous les jours à Sénime, bien évidemment. Il y avait des prytanies, il y avait des périodes où chacun, les juges tirés au sort, venaient le matin à la porte du tribunal en fonction du nombre requis ce jour-là, pour le cas étudié ou pour les cas étudiés. Alors des fois c'était 201, c'est amusant parce qu'il y avait souvent des 201, 501, 1001, 1501, et donc pour un seul tribunal. Et ensuite il y avait le tirage au sort du tribunal qui était affecté à chaque juge. On ne savait pas trop à l'avance justement. Alors, essentiellement des citoyens souvent pauvres et âgés qui venaient très tôt parce que c'était aussi un petit gagne-pain. Alors bon, quel était le prix au début? C'était 2-3 obols, c'est arrivé à 5 obols. 5 obols, 6 obols, c'est une drachme à l'époque. Voilà, donc 3 obols, ça correspondait à une demi-journée de travail. Donc ces tribunaux populaires, ces liés, étaient principalement occupés aux nombreux procès politiques. Tout à l'heure, on a dit qu'on pouvait mettre en procès un rhétor, quelqu'un qui était intervenu à l'Assemblée, et même quelqu'un du Conseil de la Boulée, et donc il y avait des procès politiques très régulièrement. Il y avait les litiges, mais les litiges civils étaient souvent réglés par arbitrage, et les homicides étaient jugés pour les crimes par l'aéropage. L'aéropage, qui avait un gros pouvoir au siècle précédent, avait été un petit peu suite à Solon, ensuite devenait simplement s'occupait simplement des homicides et des problèmes religieux, quoi. Alors les dicastes, ils jugent, on va en parler après, des graphées, notamment la graphée paranomon, qui est une action criminelle en illégalité, c'est-à-dire c'est une poursuite publique. Tout citoyen peut attaquer une proposition soumise à l'Assemblée, même si elle est adoptée à l'unanimité. C'est une accusation contre la personne qui émet la proposition. Ça peut paraître étrange, mais en fait, le fait de provoquer une nouvelle enquête permettait, et ça c'est quelque chose qui revient assez souvent, c'est l'idée d'un double examen d'un même problème, qui est une caractéristique de la démocratie athénienne, surtout au IVe siècle. Donc tout citoyen peut attaquer une proposition soumise à l'Assemblée. C'est une accusation contre le rhétor, contre la personne qui émet la proposition. La proposition attaquée est immédiatement suspendue et transmise aux tribunaux. C'est-à-dire qu'on suspend la proposition. On examine par exemple les listes de forme. Si le porteur de projet a été déchu de ses droits civiques, s'il avait été victime d'une atymie, s'il n'avait plus de droits civiques par exemple, ou alors des problèmes de fond, le conflit avec les lois, s'il y avait une contradiction, et même les principes démocratiques. On se méfiait beaucoup des oligarques, de l'oligarchie. Les propositions attaquables pour atteinte à l'intérêt du peuple, à la démocratie. C'était très vigilant là-dessus. Donc il y a un contrôle fort, on le voit, des tribunaux sur l'Assemblée, et dans certains tribunaux, notamment au IVe siècle, il y avait une graphée par mois. Il y a des tas de graphées. Là, on a parlé de la graphée paranomon. Alors, ça peut paraître abstrait, c'est graphé paranomon, mais c'était vraiment un des mécanismes de contrôle qui est fondamental de la démocratie athénienne. Donc, il y a une responsabilité de la personne qui est accusée. Donc, toute personne qui exerce le pouvoir est pénalement responsable, en fait. Mais il y a aussi une responsabilité de la personne qui accuse. C'est pas à la légère qu'on peut accuser quelqu'un. Donc, si l'accusation gagne, la décision est annulée. L'initiateur de cette décision est condamné à une amende, qui peut être, dans les cas légers, qui peut être faible, mais qui peut aller jusqu'à être tellement importante que la personne se retrouve débiteuse à vie à la cité. Donc elle perd ses droits civiques. A l'inverse, l'accusateur lui-même est mis à l'amende, est condamné à 1000 drachmes, c'est énorme, c'est 1000 jours de travail à peu près, s'il retire sa plainte avant jugement, ou si la plainte obtient moins de 1/5 des voix des juges dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on y réfléchit à 2 fois avant de lancer une accusation. Donc c'est un mécanisme de contrôle, mais qui lui-même est contrôlé. Ils avaient vraiment pensé à tout. Alors ces tribunaux, les liés, ils jugent les dénonciations de crimes politiques contre n'importe qui. La corruption,
la trahison, la conspiration contre la démocratie. Et en pratique, c'était pas juste un droit théorique comme ça qui existait, qui n'était pas mis en pratique. C'était une réalité en pratique. Un général sur 5 a été accusé, a été soumis à une graphée par un homme. Donc c'était vraiment quelque chose d'effectif. Et donc les tribunaux populaires, pour finir avec eux, ils font la dokimasie, l'examen des magistrats avant leur entrée en fonction, hein, comme le disait Gérard, c'était pour vérifier qu'ils avaient bien les critères requis, qu'ils n'étaient pas fous et qu'ils ne conspiraient pas contre la démocratie, hein, grosso modo. Et les tribunaux populaires examinent aussi la reddition de comptes, qu'on appelle eutinai, après l'exercice du pouvoir par un magistrat. Donc les magistrats étaient extrêmement contrôlés eux aussi. Donc voilà, je vais repréciser un peu les mécanismes de contrôle. Je ne vais pas tous les énumérer parce que dans la série des graphées, il y en avait énormément. Donc, comme procédure de contrôle, nous avons alors simplement un mot sur le 5e siècle, il y avait la procédure de l'ostracisme. Quelqu'un était ostracisé, il devait partir pendant 10 ans de la cité. Alors ça n'existe qu'au 15e siècle. On a retrouvé J'ai dit quoi? J'ai dit 15e siècle. Je fais un saut au 5e siècle, oui, voilà. Mais donc ça n'existe pas, enfin en tout cas il n'y a pas de trace au 4e siècle. Au 4e siècle, apparemment c'est les graphées qui ont remplacé l'ostracisme, quoi. Donc il y avait ce graphé paranomon, qui était pour invalider un décret pséphima. On invalidait un décret, mais aussi on pouvait invalider une loi. C'est un autre nom. Je vous économise tout ça. Vous pouvez retrouver énormément de documentation très intéressante dans le livre, c'est un peu la Bible, Mogen Hansen, qui est un Danois, qui était prof à Cambridge et qui a étudié la démocratie athénienne à l'époque de Démosthène. Donc le 4e siècle, c'est vraiment une très très grosse référence, quoi. Mogen Hansen. Il y a des tas de livres sur l'histoire grecque et sur Athènes. Il y avait une autre procédure, donc très importante, qui s'appelle l'Evangélia. Et là, c'est une dénonciation contre un citoyen pour crime politique ou contre un magistrat qui aurait fait une mauvaise administration. Et il peut être attaqué avec cette procédure. Et puis Fabien l'a abordé, il y avait l'eutinai, c'est la reddition des comptes. C'est-à-dire chaque magistrat, y compris les généraux, les stratèges, ceux qui s'occupaient des finances, tous ceux qui avaient une fonction et qui géraient des fonds publics, par exemple, devaient rendre des comptes, mais chaque année. Donc ça prenait un temps fou aussi, vous comprenez pourquoi il y avait énormément de juges, il y avait des juges spécialisés, c'est très très important. Donc on rappelle, possibilité pour tout citoyen d'accuser et de demander la suspension d'un vote. Si le vote est censuré par l'Assemblée, il y a suspension puis déferment aux tribunaux pour acquitter ou condamner. Les magistrats sont considérés comme des exécutants. Le pouvoir politique suprême est détenu par l'Assemblée, et le Conseil et les tribunaux. Et donc on rappelle que l'Assemblée c'était l'Assemblée du peuple, que le Conseil c'était le peuple aussi tiré au sort avec des rotations, et aussi les tribunaux de la même manière tirés au sort. Voilà. Alors petite conclusion sur Athènes. On voit qu'à Athènes, l'initiative est détenue par tout citoyen qui le désire. Et on appelle obouloménos le citoyen volontaire, le citoyen engagé. À Athènes, il y a également le principe d'iségoria, qui est l'égalité de parole, comme idéal suprême. Chacun a droit à la parole. N'importe qui peut soumettre à ses concitoyens une proposition de loi et prendre la parole devant eux, n'importe quel citoyen. Donc le premier venu, obouloménos, c'est aussi le premier venu, est considéré comme assez qualifié pour être écouté. C'est un principe démocratique absolument fondamental. Il y a également le principe de l'isonomia, qui est l'égalité devant la loi, et comme l'a dit Gérard, la possibilité de pouvoir exercer ses droits civiques pour tout citoyen. Principe très très important. En pratique,
Le tirage au sort est le mode de désignation principal des charges politiques. Il concerne les 3 pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, et aussi la mise à l'agenda. Le mode de sélection démocratique par excellence, c'est donc le tirage au sort. Et on a vu la dernière fois que l'élection est aristocratique ou plutocratique par essence. Et donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Hérodote, c'est Xénophon, c'est Platon, c'est Isocrate, c'est Aristote, c'est Harrington, Montesquieu, Rousseau, etc. Tous les penseurs depuis la Grèce, depuis le 5e siècle, en fait, depuis Athènes, jusqu'à peu près le 19e siècle, 1830, comme on a vu la dernière fois. On parle du tirage au sort, mais on met en œuvre des principes cardinaux de la démocratie, mais lesquels? Il y avait la rotation des charges, interdiction d'exercer plusieurs fois le même mandat pour les magistratures tirées au sort. Le principe suivant, c'est que chacun peut être tour à tour gouvernant et gouverné. Et Montesquieu reprendra ça plus tard, dans l'esprit des lois. Ceux qui commandent doivent avoir eux aussi obéi pour prendre en compte le point de vue des gouvernés. Intéressant. Et savoir qu'ils vont bientôt leur obéir. Donc il y a une rapidité de la rotation des charges. 50 à 70% des citoyens de plus de 30 ans ont été au moins une fois membres de la boulée, de ce conseil, quoi. Pouvoir aux simples citoyens par quasi-absence d'experts dans les instances gouvernementales. Il y a un réel antagonisme entre les professionnels de la politique et la démocratie, et ce concept, ce paradigme est perçu et assumé. Et bon, on parle d'isocratia, c'est-à-dire d'égalité d'accès. Isos c'est égal, kratos c'est le pouvoir, égalité d'accès et au partage du pouvoir. Et donc c'est un contrôle permanent des pouvoirs les uns sur les autres. Et voilà, on a terminé un petit peu sur le balayage sur Athènes. Je vous engage à lire parce que c'est très très riche. Évidemment, il y a des évolutions à chaque génération. Donc retenez bien ces principes qui sont en noir parce qu'on les reverra à la toute fin de notre intervention parce que ce sont des caractères d'une démocratie. Alors, on est allé vite sur Athènes même si ça a pris un peu de temps parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais on va passer, on va faire un saut dans le temps vers le Moyen-Âge et l'époque classique. Parce que figurez-vous qu'on est en train de redécouvrir, les historiens redécouvrent depuis peu, qu'au Moyen-Âge, il y avait aussi des pratiques démocratiques, un peu partout. En fait, dans des milliers de villages, il y avait des assemblées d'habitants qui comprenaient, qui avaient un statut juridique et qui prenaient les décisions concernant la collectivité, les décisions quotidiennes. Dans beaucoup de villages, il y avait 10 à 15 assemblées par an, dans un lieu public ouvert, et qui rassemblaient 60% des foyers en moyenne, dont 10 à 20% de femmes. Donc ils votaient, ils prenaient des décisions sur la gestion du village au quotidien par un système de vote rapide, soit de vote à main levée, soit d'acclamation avec des ballottes, c'est-à-dire des boules noires ou des boules blanches. Voilà. Donc ça c'est dans les villages. Les villages étaient en grande partie autogérés au quotidien. Je ne parle pas des impôts et des taxes qui revenaient aux seigneurs, de la partie économique. Mais il y avait une démocratie locale assez vivante au niveau de cette auto-organisation villageoise. La même chose dans les villes en tout cas franches, qui avaient réussi à conquérir leur liberté. Il y avait des assemblées de plusieurs centaines de personnes dans toute une série de villes européennes. Parfois plus de 800 personnes qui se réunissaient. Et il y avait aussi des assemblées de quartier. Donc les gens qui se réunissaient, on les appelait des francs bourgeois. Si vous vous baladez à Strasbourg, vous trouverez la rue des francs bourgeois. C'était les habitants qui étaient libres et justement qui se réunissaient pour prendre des décisions sur la ville. C'est la même chose dans les corporations et dans les guildes de marchands et d'artisans. C'était en grande partie géré par délibération quotidienne. Et dans certains monastères, surtout à partir du XIIe siècle, on observe des assemblées délibératives quotidiennes. C'est pas l'abbé tout seul qui prend ses décisions, il prend conseil, et parfois ça délibère énormément, et ça vote en assemblée. Donc,
on a une démocratie médiévale tout à fait vivante, qui nous était un petit peu passée sous les radars parce qu'on n'a pas beaucoup d'archives dessus, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits. À Boston aussi, une ville dans les États-Unis nouvellement créée au fin du XVIIIe siècle, il y avait des assemblées populaires qui pouvaient comprendre jusqu'à 5000 personnes, de 600 à 5000 personnes, et qui donnaient qui avaient un pouvoir important et qui permettaient aux pauvres d'imposer leur volonté sur l'élite éclairée et riche. Alors ça a changé après, mais c'est quand même un exemple extraordinaire. Et bon, on pourra en débattre peut-être tout à l'heure, mais pour Aristote, par exemple, la démocratie, c'est pas seulement le pouvoir du grand nombre sur le petit nombre, c'est aussi le pouvoir des pauvres sur les riches, ce qui est assez intéressant. Aborder quelque chose qui est très peu connu et qui est intéressant pour nous tous parce que ça se passe dans notre région. Pas très loin de là, c'est la République des Escartons, du XIVe au XVIIIe siècle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette République? Eh bien, ça se passe où? Eh bien, c'est du côté de Briançon. 30 à 40 000 habitants au XIVe siècle, 52 communautés dont Briançon regroupées en 5 escartons. Escarton, c'est du latin escarcere, répartir. Alors, c'est amusant parce que c'est à cheval on part du col du Lautaret, on va jusqu'à Saint-Véran et même un peu plus bas à Château-Dauphin. Et puis il y a une partie en Italie, on dirait, Bardonnec, ou le côté, il faut que je mette mes petites lunettes de près, mais moi, voilà, du côté du col du Mont-Genève, juste de l'autre côté, et puis on va presque jusqu'à Suse, un peu avant Suse quand même, voilà, leur œuvre, donc c'est l'escarton du Vaucluson, ça s'appelle, donc il y a une partie italienne, on dirait, et piémontaise plutôt, et une partie un peu savoyarde, dans notre région en tout cas, qui descend jusqu'au sud de Briançon. Et donc ces 52 communautés, elles avaient racheté leur liberté aux dauphins en 1343, et il y a une charte. On la voit peut-être en photo, cette charte sur la droite, qui est conservée à Briançon. Paraît-il qu'on peut la voir, il faut demander la clé, quoi. C'est très intéressant. Et donc c'est un système démocratique. Il y a des chefs de foyer dans chaque village qui élisent chaque année son ou ses consuls, qui sont non rééligibles avant 5 ans. Et le consul est entouré d'adjoints spécialisés. Et quand il faut se réunir pour des décisions plus importantes, il y a des délégués qui se réunissent 2 fois par an à Briançon avec un mandat impératif à la base. C'est-à-dire la base décide, on va le déléguer avec un mandat impératif. Donc il porte la parole de l'Assemblée des populations qui l'ont discuté, qui ont décidé. Donc il y a bien rotation rapide des charges, pratiquement tous les chefs de foyer à la fin devenaient consuls en fait. Reddition de comptes, mandat impératif, révocabilité, etc. Tous les bons principes sont dans cette République des Escartons qui est assez saisissante pour l'époque. Alors, résultat de ce système démocratique qui a été mis en place, ils ont mis fin à la féodalité dans la région. Ils se sont donné, en rachetant leur liberté, ils se sont donné le droit de porter des armes, de se doter de leur propre code de loi, de rendre la justice, de s'auto-gérer en fait. Ils ne dépendaient plus ni du roi, ni des seigneurs, ils n'avaient pas de suzerain. Des avancées dans l'égalité homme-femme, qui avait pratiquement nulle part ailleurs à l'époque. Le droit de propriété a été reconnu pour les femmes. Il faut voir, au XIVe siècle, ça n'existait pas dans l'Europe médiévale. Un système éducatif original et efficace qui apprenait aux citoyens l'exercice de leur future liberté politique. Résultat de ce système, une alphabétisation tout à fait étonnante. 90% des hommes savaient lire et compter, à minima, et 25% des femmes, contre à peu près 0 ou pas loin de 0, seulement des femmes membres de l'aristocratie ailleurs. Les juges étaient élus pour 1 an et ils rendaient la justice selon leurs propres codes municipaux.
Et donc c'est un système de solidarité très forte entre les communautés qui faisaient des travaux en commun, qui s'autogéraient vraiment. Il faut se rendre compte, je ne sais pas si vous connaissez le Queyras et le Briançonnais, mais surtout à l'époque, c'était des conditions quand même climatiques et géographiques assez hostiles. Et ils avaient instauré un système de coopération et d'échanges économiques réciproques entre escartons. Donc, comme il y a des paliers écologiques différents, il y en a qui produisaient de la laine, il y en a qui produisaient du céréal, il y en a qui faisaient du petit maraîchage, etc. Et ils s'échangeaient ça. Ils avaient aussi établi des caisses de soutien aux victimes de catastrophes. Finalement, ce système a duré quand même longtemps, mais il a commencé à être démantelé par les grands pouvoirs politiques européens de l'époque, avec le traité d'Utrecht en 1713, où une frontière artificielle, je ne sais pas si vous arrivez à la distinguer bien sur la carte, est tracée entre la Savoie et le Royaume de France. Alors, il faut dire que la République des Escartons s'est formée en rachetant sa liberté au Dauphin, et ensuite le Dauphin a cédé ses terres au Royaume de France. Et le Royaume de France reconnaissait la franchise de la République des Escartons. Donc il continuait de les laisser s'autogérer. De toute façon, c'était trop loin, il avait du mal à contrôler ce territoire. Par contre, il y a toute une partie qui est passée à la Savoie. Et donc, ça a démantelé 32 des 52 communautés. Et puis finalement, ça a été achevé, alors peut-être que ça va vous surprendre, par la Révolution française. En 1790, l'Assemblée nationale détruit les privilèges de la République des Escartons. Et ce qu'on peut dire, d'une manière plus générale, parce que ça ne concerne pas seulement la République des Escartons, mais aussi toutes les formes d'autonomie qu'on a vues juste avant, dans les villes, dans les villages, dans les guildes, dans les corporations, on peut dire qu'avec la montée en puissance de l'État, il y a perte d'autonomie politique des communautés d'habitants et des guildes au profit d'un centralisme, d'une oligarchie nationale qui est concentrée au sein d'une assemblée nationale, en fait. C'est-à-dire que l'assemblée, il y a eu aussi la loi Le Chapelier qui a mis fin aux corporations, il y a eu toutes les libertés finalement qui existaient sous le féodalisme et au Moyen-Âge ont disparu pour l'échanger par de la liberté individuelle pour celle-là. C'est-à-dire les libertés collectives ont disparu, mais au profit de la liberté individuelle. Voilà. Alors j'aborde un sujet court, mais sur les usages historiques du tirage au sort. Alors le tirage au sort, on l'a vu à Athènes, est utilisé depuis l'Antiquité dans divers États urbains pour la désignation de charges politiques ou administratives. À Venise, à Florence, dans de nombreuses autres villes italiennes et espagnoles. Ça du Moyen-Âge et à la Renaissance. On retrouve ça d'ailleurs dans le livre de Bernard Manin sur le gouvernement représentatif, et il donne tous ces exemples. Alors là, on vous donne une citation parce qu'elle nous semble intéressante, parce que c'était celle du roi Ferdinand II d'Espagne en 1492. C'était quand même un personnage, Ferdinand II d'Aragon, dit le catholique, très important à l'époque. Par expérience, on voit que les régimes dits du sort et du sac, le balote, dans les cités et dans les villes, favorisent davantage la vie bonne, une administration et un régime sain, que les régimes qui se fondent à l'inverse sur l'élection. Ils sont plus unis et plus égaux, plus pacifiques et plus détachés des passions. Et donc là, c'est cité par Van Renbroek, le livre est affiché, voilà, contre les élections, que je vous invite à lire, qui est très intéressant. Donc le tirage au sort correspondait souvent à l'apogée des cités-États, et parfois a permis des siècles de stabilité politique dans des situations qui étaient très conflictuelles. Le tirage au sort est toujours souvent associé à l'élection, donc la combinaison des deux paraissait en tout cas efficace et légitime. Donc après le Moyen-Âge, l'époque classique, on fait un nouveau saut dans le temps pour aller vers la Commune de Paris, 1871,
parce que c'est une des rares expériences démocratiques qui existait dans notre pays. Il se trouve que en mars 1871, le petit peuple de Paris, donc les ouvriers, les artisans, les employés, les instituteurs, des artistes, etc., s'est emparé du pouvoir pendant 72 jours, donc du 18 mars au 28 mai, dont 12 jours de mise en place. Donc en gros, ils ont exercé le pouvoir 2 mois, 60 jours. Donc il y a eu insurrection populaire suite à la capitulation de la France face à la Prusse. Le peuple ne souhaitait pas cette capitulation qui avait été concédée par les élites qu'on a appelées plus tard versaillaises. C'est une expérience de démocratie directe qui a été mise en place pendant 2 mois, avec quand même plus de 300 000 personnes à gérer, en état de siège, parce que ça a donné lieu à une guerre civile. Les Versaillais se sont justement réfugiés à Versailles et se sont mis à utiliser l'armée pour bombarder les communards. En état de siège et en état de famine. Donc 300 000 personnes en état de siège et de famine à gérer. Et ils ont fait ça démocratiquement. Alors comment ils ont fait? Ils ont d'abord élu un gouvernement de 92 personnes, puis rapidement, après démission des modérés, les membres de la bourgeoisie ont démissionné. Il n'y avait plus que 69 personnes, dont 33 ouvriers. Donc presque la moitié du gouvernement de l'époque était composé d'ouvriers. Il y avait des petits bourgeois de type épiciers, petits commerçants, etc., quelques intellectuels, des journalistes, des petits patrons qui étaient favorables à la commune, qui faisaient partie de ce gouvernement. Et ce gouvernement nomme 9 commissions, élit 9 commissions, pour 1 an et révocables, pour gérer la cité. Donc il y avait une commission voirie, il y avait une commission nettoyage, une commission pour les enterrements, parce qu'il y en avait beaucoup, une commission éducation, une commission culture, etc. Et ces commissions-là, de personnes qui étaient élues, en fait, comprenaient même des étrangers qui étaient considérés comme des citoyens à part entière. Il n'y avait pas de distinction de nationalité. Alors, encore quelques éléments pour évoquer la commune. D'après Pierrot Saccoman, que certains connaissent peut-être, qui est basé à Grenoble, qui est un bon spécialiste de la période. Il y a énormément de spécialistes, c'est très documenté la période de la commune, c'est jour par jour, on retrouve ça jour par jour, c'est extraordinaire. Si les femmes n'ont pas demandé le droit de vote à l'époque, le droit d'élire, c'est qu'elles ont vu que ce n'était pas utile. Elles participaient déjà au pouvoir. Il y a une très forte implication et participation. À la commission éducation, par exemple, les femmes ont élaboré une éducation gratuite, laïque et obligatoire, donc bien avant Jules Ferry. Elles ont également fondé de nombreux clubs de femmes autogérés qui occupaient notamment les églises. Il y a même eu des bataillons de femmes, des ambulancières, des femmes mettant en place l'autogestion dans les entreprises, et effectivement l'égalité salariale a été mise en place avec les instituteurs. L'union libre est reconnue, avec même droit à pension de veuve, même non mariée. C'était extrêmement progressiste. Suppression de l'armée de métier et remplacement par des milices autogérées. Il y a de nombreux espaces de délibération, les conseils, appui ou critiques du peuple au conseil, et notamment des clubs. Et puis, chose extraordinaire, plus de 70 nouveaux journaux sont créés. Donc là, à gauche, vous avez l'appel du 25 mars 1871, donc tout au début, rédigé par les membres du comité central de la garde nationale, au moment où ils mettent en place le gouvernement qui allait devenir démocratique après l'insurrection. Et cet appel énonce des principes démocratiques. Donc ils décrivent ce qu'ils vont mettre en place. Les élus doivent être serviteurs, mandataires des électeurs et non pas maîtres. Ils demandent aux électeurs de choisir des personnes humbles et issues du peuple, donc d'élire des personnes pauvres, et de ne pas donner le pouvoir à ceux qui en veulent. Autre principe démocratique. Donc, ils mettent en place une démocratie. Alors, petite citation pour illustrer. La cité doit avoir, comme la nation, son assemblée, qui s'appelle indistinctement assemblée municipale ou communale ou commune. Cette assemblée nomme dans son sein des comités spéciaux qui se partagent ses attributions diverses, instruction, travail, finances, assistance, garde nationale, police, etc. Les membres de l'assemblée municipale
sans cesse contrôlés, surveillés, discutés par l'opinion, sont révocables, comptables et responsables. Citoyens, vous voudrez conquérir à Paris la gloire d'avoir posé la première pierre du nouvel édifice social, d'avoir élu le premier sa commune républicaine. Donc, on voit que tous les bons principes démocratiques figurent dans cet appel pour mettre en place la commune de Paris. En résumé, les principes de la commune, après Fabien tu parleras des résultats des 60 jours. Donc c'est le mandat impératif, le contrôle, pas comme à Athènes, la participation directe aux assemblées et effectivement des espaces de délibération un petit peu partout, quoi. On renoue avec la constitution de 1793, la constitution montagnarde. On parlait de souveraineté populaire et non de souveraineté nationale, avec le dernier article, je vous y renvoie, le droit à l'insurrection, un régime d'assemblée. Donc c'est un modèle d'autogestion. C'est l'émancipation des travailleurs par les travailleurs eux-mêmes, qui était le mot d'ordre de l'Association internationale des travailleurs dès 1864. C'est le gouvernement par et pour le peuple. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a démocratie réelle quelque part, il y a prospérité. On le voit en Grèce antique, il y a des historiens qui l'ont montré que grâce à la démocratie, en fait, dans les cités-États qui ont mis en place la démocratie, il y a prospérité. On le voit aussi dans la commune de Paris, malgré la guerre civile, on va le voir. Et puis on le voit dans tout un tas d'autres exemples qu'on va présenter la prochaine fois. Je fais un petit teaser pour la prochaine. Alors, résultat, en 2 mois, qu'est-ce que ces gens ont réussi à produire? D'une part, la sécurité. Il n'y a jamais eu aussi peu de vols à Paris à ce moment-là. Donc la démocratie réelle est source de sécurité. L'interdiction du travail de nuit des boulangers, qui était une revendication fondamentale de l'époque. L'interdiction des amendes patronales, qui ruinaient les ouvriers de l'époque. Revalorisation et égalité de salaire des instituteurs et des institutrices. Une école gratuite et laïque et obligatoire, avant Jules Ferry, on l'a dit. La réquisition et la mise à disposition d'ateliers pour des coopératives ouvrières, donc une forme d'autogestion de l'économie, d'une certaine manière, qui va jusqu'à l'élection des cadres et du comité de gestion dans les entreprises. Donc la démocratie se faisait au niveau politique, de la prise de décision, etc. Le peuple et le petit peuple étaient au pouvoir, mais aussi dans les entreprises de l'époque. Ils ont instauré la séparation de l'Église et de l'État, bien avant 1905. Le droit du travail et le droit au travail, justement avec la suppression des amendes patronales, avec tout un tas de mesures en faveur des ouvriers. La réquisition de logements vacants pour les sans-domicile de l'époque. On ferait bien de réfléchir à ça aujourd'hui. Et puis, une justice pour tous, accessible pour tout le monde. On arrive à la conclusion de cette deuxième partie. Alors, vous avez vu, c'est un balayage. On n'a pas le temps de faire l'histoire détaillée, surtout en parlant de tous les thèmes abordés. Conclusion de cette deuxième partie, caractère de la démocratie par rapport au gouvernement dit représentatif. Donc, il y a l'exercice en démocratie, l'exercice direct du pouvoir, accès libre aux assemblées, alors que sur le gouvernement actuel dit représentatif, c'est un corps de représentants élus. Députés, sénateurs par exemple, et au niveau des collectivités locales également. En démocratie, il y a l'iségoria, c'est n'importe qui à l'initiative des lois. Dans le gouvernement actuel, c'est uniquement les élus et le gouvernement qui ont l'initiative. En démocratie, c'est le mandat impératif. Dans le gouvernement actuel, c'est l'indépendance des élus. La dernière fois, on a parlé de l'article 27 dans la Constitution de la Ve République, qui dit la chose suivante, l'article 27, le mandat impératif est nul. Le vote des membres du Parlement, donc les députés et les sénateurs, le vote des membres du Parlement est personnel. Après avoir été élus, ils font un petit peu ce qu'ils veulent, quoi.
Donc, on aborde la liberté d'expression, la discussion publique. Bon, forcément, ça existe en démocratie. Ça existe aussi dans notre régime. Hein. Bon, certains disent que c'est une liberté qui est peut-être un petit peu encadrée aussi. Hein. L'isonomia, donc l'égalité devant la loi, qui existe un petit peu aussi dans les deux régimes, mais on rappelle qu'en démocratie, c'est le droit de tous les citoyens à exercer leurs droits politiques, c'est-à-dire à décider. Ce n'est pas une simple nuance. Donc isonomia de fait, égalité en pratique, et dans le gouvernement actuel, c'est isonomia, enfin dans les gouvernements actuels, hein, c'est pas spécifique à la France, hein, l'isonomia en droit seulement, parce que c'est plutôt une aristocratie, une oligarchie qui tient les rênes, quoi. Dans la démocratie, il y a une révocabilité et un contrôle permanent. Et dans les gouvernements actuels, dits représentatifs, il n'y a pas de révocabilité, ou seulement dans certains pays à mi-mandat, hein, mais pas en France, hein, et quasiment aucun contrôle, quoi. Voilà, alors je précise que ce tableau est un résumé des messages un peu théoriques qu'on souhaite vous faire passer dans les 3 sessions. Donc vraiment la différence entre un régime dit représentatif et un régime réellement démocratique. Donc je continue. En démocratie, il y a reddition de comptes. Dans nos régimes oligarchiques, il n'y a pas de reddition de comptes. Il y a responsabilité pénale également en démocratie. Chez nous, quasi-impunité. Isocratia, accès égal au pouvoir, partage du pouvoir, souveraineté du peuple en démocratie. Chez nous, l'accès au pouvoir est limité à une élite. Le peuple n'est pas souverain. En démocratie, vote des lois par les citoyens. En gouvernement représentatif, on ne vote pas. On se contente d'élire des représentants qui votent à notre place. Parce que voter, c'est voter des décisions, c'est voter des lois, c'est voter des projets. C'est pas voter des personnes. On élit des personnes et on vote des lois, en fait. Et donc, il nous reste à conquérir le droit de vote en France et dans tous les régimes représentatifs. En démocratie, il y a rotation rapide des charges et il y a non-cumul, ce qui n'est pas du tout le cas chez nous, puisqu'on peut cumuler dans le temps et plusieurs charges possibles. En démocratie, le tirage au sort est massivement utilisé, tandis que chez nous, le tirage au sort est quasi inexistant, sauf les jurés d'assises. Les simples citoyens sont au pouvoir en démocratie, et en gouvernement représentatif, c'est pas le cas. Il y a supériorité qualitative des représentants, et il y a une classe politique de professionnels ou d'experts de la politique. Voilà ce qu'on pouvait dire en conclusion pour vraiment essayer d'aller à l'épure de la différence entre une démocratie et une oligarchie, ou un régime dit représentatif. Alors, vous trouverez dans la présentation qui est disponible également sur le site d'Emancipé, hein, emancipé.org, les sources, notamment sur la République des Escartons, des liens intéressants à regarder, et puis sur la Commune de Paris, il y a effectivement pléthore, comme l'a dit Gérard. Merci beaucoup pour votre attention, et on espère que maintenant vous allez parler. Oui, quelle est, selon les spécialistes, enfin les chercheurs en politique, l'applicabilité quelle serait l'applicabilité actuelle des principes de la démocratie réelle aujourd'hui sur une société très compliquée, très complexe? J'aimerais tout d'abord vous remercier d'avoir fait ce tableau panoramique de l'histoire de la démocratie en prenant des exemples précis. Je voudrais je me demande si pour faire avancer la discussion, on ne pourrait pas aborder le problème de la différence dans notre régime représentatif entre les différentes strates du pouvoir. Parce qu'il me semble qu'entre le conseiller municipal de base, qui est forcément confronté à la population de façon très fréquente, voire perpétuelle, et le sénateur,
qui se trouve proche du pouvoir et qui vient dans sa région une fois de temps en temps, bon voilà, bien entendu il y a différentes personnalités, et ça dépend des personnalités, mais néanmoins il est très éloigné de la population qu'il a élue. Donc je crois qu'il y a peut-être à proposer ici peut-être des différences, des nuances sur cette question-là. Vous voulez répondre ou vous voulez poser une autre question? Est-ce que vous pouvez juste remettre le tableau si ça ne dérange pas sous les yeux. Une autre question, on va commencer à répondre sur les deux premières. L'applicabilité, l'objection souvent c'est de dire non mais une démocratie en France, on entend des constitutionnels dire ça c'est pas possible, vous comprenez, 67 millions d'habitants, et puis alors le territoire est très très grand. Alors écoutez, on pourrait peut-être faire cette remarque, au XVIIIe siècle, où il fallait une journée de cheval pour rejoindre le chef-lieu, et puis il fallait 7 à 8 jours de calèche pour aller à Paris. Enfin, aujourd'hui tout le monde a un portable, on parle en direct, on peut faire une visioconférence en Zoom, on se donne un rendez-vous tout de suite, on fait Paris-Marseille en 3 heures. Donc l'étendue du territoire, elle tient pas la route, quoi. Après, on peut reprendre, alors ça tient pas la route là-dessus, ça tient plus la route en tout cas, comme c'est cette remarque. Et puis évidemment, on peut repartir sur des assemblées locales, hein, pareil, des assemblées locales qui prendraient des décisions, un petit peu comme ça se fait en Suisse. Hein. L'idée, c'est un petit peu la Suisse, ça peut pas faire peur, la Suisse, hein, mais quand même, ils ont c'est le pays au monde qui a le plus de principes représentatifs. Avec un autre petit pays, ça je vous expliquerai pourquoi, parce que c'est amusant, le Liechtenstein, qui est une principauté. C'est très amusant. Je vais vous dire ça après. Donc, on pourrait se réunir, je vais très vite, par assemblée locale, pour prendre des décisions, y compris locales, comme une ville comme Chambéry ou Grenoble, évidemment, après avoir eu de l'information. Hein. C'est ce qui se passe un petit peu en Suisse. Ils font 4 votations chaque année, en moyenne, mais c'est pas simplement une votation. Hein. Ils délibèrent sur, 8, 10 propositions, et après avoir été informés, après avoir discuté, il y a la votation. Et c'est très intéressant. Il y a même encore des votations dans le canton d'Appenzell chaque année. Hein, au mois de juin, on lève le bras. On pourrait imaginer, donc, localement, se réunir, je ne sais pas, au manège, ou si on était plus nombreux au phare, et on déciderait sur les dossiers importants, à main levée, par exemple, après avoir étudié et délibéré, évidemment, pour être éclairé. Et ensuite, c'est des décisions plus importantes au niveau du département ou de la région, par exemple, et de l'État, on enverrait des délégués, après avoir délibéré en assemblée, mais avec toujours un mandat impératif. Donc c'est quelque chose qui peut s'envisager. Simplement, il faut changer un petit peu d'imaginaire, essayer de mettre un pas de côté. Hein. Comme je dis toujours, on a tendance à toujours réfléchir avec un logiciel qui vient toujours d'en haut et qui lui met sur des rails à voie unique, déjà balisés. Alors, c'est pas facile, hein. C'est le problème de changer d'imaginaire. Et voilà. Donc pour l'applicabilité, nous on pense que c'est possible. Déjà au moins comme en Suisse, pouvoir au moins avoir l'initiative. Pour proposer des lois ou pour bloquer des lois ou des traités. C'est ce qui se passe en Suisse. Alors, je vous donne l'exemple de Liechtenstein parce que c'est très amusant. Alors c'est une principauté, il y a même un prince, et il a même le droit de veto. C'est pour vous dire en quoi c'est démocratique. Alors c'est plus grand que Monaco quand même, Liechtenstein. Et donc le prince a le droit de veto sur tout, sauf sur un chapitre. Sur un chapitre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas mettre son droit de veto si le peuple propose de changer de régime. Et donc, du coup, il s'oppose à rien, quoi. Il ne met jamais son veto. C'est la preuve que s'il y a une pression sur des gens qui ont un mandat électif, ou qui ont des responsabilités, la pression au-dessus fait que quand même, c'est pris en compte. Voilà ce que je pourrais lire, après on pourrait développer. Oui, merci pour ces questions. En fait, tous ces principes qui sont en bleu, on peut les mettre en place. Et on vous dira la prochaine fois
comment ça se passe un petit peu partout dans le monde et même dans certains coins de France quand des gens essayent de le faire. Donc on parlera des pratiques démocratiques d'aujourd'hui en fait. Alors il y en a énormément, je ne veux pas faire empiéter sur la prochaine fois, mais juste vous dire que le RIC, le référendum d'initiative citoyenne comme il y a en Suisse, permet justement l'iségoria, que n'importe qui ait l'initiative des lois, permet également le contrôle par la révocation, le RIC révocatoire, permet l'exercice direct du pouvoir, parce que c'est un outil de démocratie directe. Donc le RIC met en place énormément de ces principes-là. On pourrait également tirer au sort, par exemple, une assemblée. On avait prévu une 4e session où on vous donnerait la parole d'abord, et puis ensuite on vous donnerait quelques éléments sur ce qu'on pourrait faire. Mais on va la fusionner avec la 3e. Le mandat impératif, effectivement, c'est tout à fait possible. Les élus pour avoir un mandat de la base. Et ensuite rendre des comptes sur ce mandat. Être révocable en permanence et être responsable pénalement également en cas de manquement. Tout ça, ce serait possible. C'est interdit par la Ve République, hein, comme tu l'as dit. C'est interdit par la Constitution. Donc, pour établir une démocratie en France, il faut changer la Constitution. Et la clé, ce serait d'introduire simplement le RIC constituant, le référendum d'initiative citoyenne constituant, qui permettrait de donner au peuple le pouvoir de délibérer et de trancher par le vote, et ensuite de changer d'autres morceaux de la Constitution pour se doter petit à petit de pouvoir comme il y a en Suisse. Et en Suisse, c'est le peuple qui décide des grandes orientations au quotidien et à tous les échelons, que ce soit à l'échelon municipal, cantonal ou fédéral. Donc voilà, ces principes sont tout à fait applicables. Effectivement, on peut distinguer le sénateur du conseiller municipal. Le conseiller municipal est beaucoup plus proche du peuple que le sénateur. Mais ils ont en commun quand même une chose, c'est que ce sont eux qui décident, et c'est pas le peuple. Même s'ils sont obligés de tenir compte, les conseillers municipaux, des personnes qui sont autour d'elles, ils sont beaucoup plus proches évidemment de leurs administrés, surtout dans les petits villages. Plus la taille augmente et plus ils sont loin, mais dans les petits villages ils sont très proches. Et dans les petites villes aussi. Mais c'est quand même eux qui décident. C'est pas le peuple qui est autour d'eux, même s'il peut être consulté, qui décide. Donc en fait, ce qui pourrait être fait au niveau municipal, c'est d'introduire un RIC également, même si c'est interdit, il y a par la loi, il y a des moyens de le faire quand même. Et ensuite, le conseil municipal s'engage à tenir compte de la décision des administrés. On pourrait effectivement mettre en place des assemblées de quartier vraiment décisionnaires, des assemblées d'ouvrir, comme ils ont fait à Saillant, on vous le dira la prochaine fois, dans la Drôme, d'ouvrir les commissions qui fabriquent la politique municipale, de les ouvrir aux citoyens. Enfin, il y a beaucoup de techniques en fait qui permettraient de démocratiser même un conseil municipal, parce que finalement la Ve République, comme la plupart des oligarchies, est extrêmement pyramidale. C'est-à-dire même au sein du conseil municipal, finalement c'est le maire qui décide à la fin. Si le maire n'est pas d'accord, il peut se retrouver avec son conseil municipal à dos, mais c'est quand même pas le cas général. C'est le maire qui concentre les pouvoirs. D'ailleurs, c'est lui qui a la responsabilité pénale aussi. À tous les échelons, le conseiller départemental, c'est la même chose. C'est le président du conseil départemental qui décide. Le conseil régional, c'est le président du conseil régional qui décide. C'est pas ceux qui sont à côté, même s'ils ont des délégations, etc. Donc c'est un système extrêmement pyramidal qu'on pourrait effectivement beaucoup plus décentraliser et horizontaliser. Ouais, c'est plus une réaction qu'une question, je pense, mais je réagis à mon propre ressenti sur la ligne accès au pouvoir limité à une élite, peuple non souverain. Effectivement, moi en lisant ça, je me dis mais non, on a accès au pouvoir, on peut se présenter aux élections. Donc, et la deuxième étape de ma réaction, c'est non, c'est vrai qu'en pratique, voilà, il y a la différence entre la théorie et la pratique que vous évoquez largement, et pour moi c'est vraiment une clé majeure. Le terme
que j'ai envie d'évoquer, de soulever et qui est vraiment apporté, c'est la confusion que ça apporte dans les esprits entre ce qu'on nous dit, ce dont on nous dit être capable et ce à quoi on a accès en réalité. Et qui bloque beaucoup, je pense, les réactions des gens parce qu'on quelque chose de cognitif, de neurologique, de se dire mais ça existe, mais en fait ça marche pas, et du coup est-ce que c'est moi qui est dans l'erreur, qui peut pas, qui arrive pas à me saisir des outils qu'on me donne, et au final je pense que ça bloque pas mal des choses. Enfin, je reviens sur ce thème de la confusion. Je sais pas qui a vu ou entendu une émission, un épisode de Thinkerview, c'est une chaîne télé avec Philippe Corcuff, c'est un politologue lyonnais suite aux élections régionales qui est venu là, et qui décortiquait le pourquoi du comment du 66% d'abstention aux dernières élections, et voilà, il travaille beaucoup sur la confusion. Ça m'a beaucoup éclairé, et je pense que là dans cette analyse c'est vraiment important d'identifier les points sur lesquels on a et on vit cette confusion pour la résoudre, quoi. Et merci pour votre travail pour ça. Oui, j'en profite pour dire juste quand même que M. Corcuff devait venir le 8 février et en fait c'est pas possible à cause des conditions sanitaires, et il viendra donc le 2 juin. Voilà, et donc je pense qu'il travaillera sur ce thème. Voilà. Moi j'ai juste quelque chose à vous dire, enfin à vous demander. Je pense qu'effectivement, je vois pas comment on peut, changer le système de la démocratie représentative, parce que je pense qu'on est aussi, je sais pas où j'ai vu ça, mais on est dans un monde tellement multiculturel, avec des personnalités tellement différentes, que même au niveau d'une municipalité, par exemple, il y a des tentatives ici à Chambéry, on voit bien qu'il y a, non seulement il y a confusion, mais il y a une espèce de passivité et peut-être un souci au sens de Tocqueville de l'individualisme, un souci d'égalité peut-être, mais en tout cas pas un souci vraiment du politique. Cette espèce de verticalité, on a l'impression que c'est une fatalité, quoi. Il y a des questions, je veux pas. J'arrive. Oui, je voulais réagir sur les élus municipaux et de proximité. Il y a un truc quand même, c'est que tu l'as évoqué un peu, Nathan, mais le maire, il est aussi représentant de la force de l'ordre et de l'État. Et des fois, il prend plus à cœur ce rôle-là que le rôle de représentant du peuple. Et en plus, il a de l'influence sur les conseils municipaux. Et moi, j'ai noté plusieurs fois où l'ensemble, enfin en tout cas la majorité du conseil municipal, finalement, parce qu'il y a l'influence du maire, mettait plus de cœur à justifier la mise en place de projets qui descendaient du gouvernement, malgré le fait que la population était majoritairement contre. Ça a été le cas, je pense notamment à la réforme des rythmes scolaires, où ça a été particulièrement difficile, parce que les gens sentaient bien qu'il y avait quand même un problème, mais les conseils municipaux, dans la globalité, la plupart du temps, disaient bah non, mais de toute façon c'est comme ça, c'est comme ça. Donc il n'y avait pas, bon, il y avait quand même eu des conseils municipaux sur d'autres projets où il y a eu des, non, puis où ils ont fait des remontées, enfin il y avait des, je sais plus comment ça s'appelle quand on vote un truc en conseil municipal pour dire qu'on n'est pas d'accord. J'ai perdu le nom, mais bon bref. Ouais, merci, par exemple. Mais grosso modo, ça pose quand même un problème, parce que du coup c'est quand même des élus de proximité, mais qui représentent pas le peuple, dans certains cas. Donc c'est même encore pire que des sénateurs qui, eux, finalement, ne sont pas garants de la mise en place de projets gouvernementaux. Non. Non, mais c'était une réflexion comme ça. À qui veut Je veux bien répondre. L'élu municipal, prenons l'exemple d'un élu de quartier à Chambéry. Hein, ça existe toujours, je crois. Bon, l'élu de quartier à Chambéry, il est constamment interpellé par la population sur des problèmes qui touchent au quotidien de la population en question. Et ces problèmes, s'il est quelqu'un de responsable, il va faire le maximum pour les régler. Alors, il a une certaine marge de manœuvre,
il a la possibilité de voir les choses sur place, il a la possibilité de présenter les choses dans des commissions qui peuvent être, je le précise pour ce que vous avez dit, il y a des commissions qui sont extra-municipales, qui je pense existent. J'en sais rien en ce moment, mais il fut un temps où ça existait, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui pouvaient participer aux commissions tout en n'étant pas élus. Des représentants d'associations, par exemple. Bon. Où il y a eu différentes initiatives de ce type qui ont été faites. Voilà. Donc l'élu dont je parle, celui-ci, l'élu de quartier par exemple, peut régler des problèmes et est au milieu de la population. S'il fait bien son boulot, hein, c'est pas... Ouais, voilà. Mais c'est un point qu'il faudrait discuter. Monsieur, je voulais poser une question là. Merci. Bonsoir et merci pour cette seconde session, tout aussi intéressante que la première. J'ai une petite question, j'espère que je ne vais pas empiéter sur la troisième session. Vous avez rappelé que tous les principes de la colonne de gauche étaient possibles, néanmoins interdits par la Constitution, en rappelant qu'il suffisait, entre guillemets bien sûr, de changer, d'ajouter quelques lignes, notamment le rite constituant dans la Constitution. Et vous avez, quelques secondes plus tard, annoncé qu'il y avait des outils également qui permettaient, entre guillemets, également de démocratiser le système dans lequel nous sommes actuellement. Ces outils font l'objet d'une présentation dans la troisième, mais la question que je pose quand même, c'est est-ce que ces outils sont tous autorisés et est-ce que ces outils actuellement permettent de faire le travail dont parlait M. Vola à l'instant. Et même hier j'écoutais Bruno Latour sur le travail qu'il y a à faire, notamment en écologie par exemple. Est-ce que ces outils permettent de travailler l'idéologie, l'imaginaire de la démocratie légalement, c'est pas la question légale, mais de manière fiable, par ceux qui veulent, en temps et en heure, au quotidien, etc., de faire ce travail d'idéologisation dans le cadre de la République actuelle. Et est-ce que ces outils peuvent être considérés comme un moyen donc aussi pertinent que les élites en 1790, voilà, jusqu'à dans la 50 années plus tard, à 1830-1840, ont fait ce travail pour s'approprier, pour développer, construire le système dans lequel nous sommes actuellement. Donc les outils, est-ce qu'il y a un potentiel d'exploitation pour travailler l'idéologie avec le nombre d'années que ça peut demander, mais est-ce qu'il y a un vrai potentiel sans attendre un changement dans la Constitution? Je vous remercie. Je vous laisse répondre et puis je pense qu'après on rendra Merci. Simplement un petit écho à ce qu'a dit Agnès. Effectivement, il faut une prise de conscience très importante parce que, comme tu l'as souligné, j'ai cru comprendre, il y a une apathie politique très importante et une servitude volontaire très importante aussi. Il semblerait que les gens ont intégré les mécanismes de domination et se sentent totalement impuissants. Voir un petit peu tout le travail de Bourdieu et tous les chercheurs qui ont travaillé autour de ces thèmes des mécanismes de domination. Et du coup, effectivement, une partie de la population se sent un petit peu impuissante et imagine qu'elle ne pourra pas y arriver. Je vais répondre aussi à ce que tu as dit tout à l'heure, si on peut se présenter aux élections. Et effectivement, on peut se présenter aux élections, mais encore faut-il avoir des chances de pouvoir prendre le pouvoir. On va donner 4 éléments pourquoi c'est très très difficile, notamment au niveau national. Actuellement, il va y avoir des législatives, des présidentielles. Tout d'abord, tu ne peux pas choisir. Tu ne peux pas choisir, même on pourrait s'interroger sur la pertinence d'avoir un président ou pas, mais restons dans ce cadre-là. Tu ne peux pas choisir une personne. Tu as un choix limité puisque l'article 4 de la Constitution dit que ce sont les partis, les formations politiques qui organisent la vie politique. Donc tu vas choisir dans le panel qu'on te propose déjà. Premier élément, c'est pas très démocratique. Mais bon,
on pourrait dire, notamment sur des élections municipales, qu'il y a quand même un panel quand même très différent de choix dans les propositions présentées. Le deuxième élément, et alors là, il est pas mince, vous savez peut-être ça, c'est le problème du financement. Alors vous allez voir, c'est quand même pas piquer des hannetons. Imaginons que je sois très riche. Je peux donner, aujourd'hui, on est le 11 janvier, c'est ça, le 11 janvier 2022, bon, j'ai choisi, je suis très riche, donc j'aimerais qu'on défende mes intérêts, je peux donner 7500 € au parti que je souhaite voir arriver au pouvoir. Bah, bien sûr, il y a 66% de réduction, en réalité, je vais payer que 2500 €. Les 5000 €, c'est nous tous qui les payons, c'est les contribuables. Mais, comme il y a une élection, je vais pouvoir donner 4600 €. Moins 66%. Et puis comme derrière il est législatif, je vais pouvoir encore donner 4600 €. Puis s'il y a des sénatoriales aussi, je vais pouvoir encore donner 4600 €. Ça fait 23 000 € par personne. Et ma femme aussi, on défend nos intérêts, elle va donner aussi la même somme. Vous imaginez bien que je vais avoir un retour sur investissement. C'est pas gratuit. Je ne veux pas qu'après on me passe des lois sur l'évasion fiscale ou qu'on me remette un impôt sur la fortune, tout ça. Vous comprenez? Et donc, au final, et ça c'est factuel, c'est toujours une des équipes les plus riches qui gagne. Toujours. C'est vérifié. Même au niveau des législatives. Toujours. Ça pose un problème, c'est pas au niveau de la démocratie. Et si on y ajoute les journaux, les télés, la propagande qui est tenue par quand même quelques milliardaires, vous avez cette propagande en permanence qui fabrique finalement le consentement, quoi. Ça pénètre. Et donc ça devient très très difficile. Donc se présenter aux élections, oui, on peut, mais il faut avoir... pour ça. Alors évidemment, on ne peut pas interdire les partis. D'ailleurs, à Athènes, ça s'appelait, il n'y avait pas de parti, mais ça s'appelait les hétéries. Et donc les athéniens se méfiaient beaucoup c'était des groupes, des clubs qui se formaient, c'était réputé être des oligarques. Donc on se méfiait beaucoup des oligarques. Et donc évidemment, tout le monde a bien le droit de se réunir. Il y a 500 partis en France, de toute façon. Mais pour arriver à la conquête du pouvoir, parce que finalement ce sont des gens qui vont à la conquête du pouvoir, quoi. Parce qu'après, le gâteau est très très important. Voilà, donc c'est quand même très difficile. Merci pour ces questions passionnantes. J'aurais plein de choses à dire. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. Effectivement, il y a une confusion. On a essayé de lever la confusion sur le mot démocratie la dernière fois, mais il y a vraiment une grande confusion. C'est une des caractéristiques de la période qu'on vit. Et entre effectivement le fait de pouvoir, tout le monde peut se présenter, mais il faut avoir de l'argent en fait pour se présenter, comme tu l'as dit. Déjà, il y a le financement dont tu as parlé des partis, avec les déductions fiscales, etc. Mais après, pour faire campagne, il faut avoir de l'argent. Et puis, c'est pas n'importe qui peut avoir les capacités pour se présenter, pour être candidat, etc. Et c'est pas forcément les mêmes compétences d'être candidat, de faire campagne, que ensuite de gouverner, de diriger. C'est même pas les mêmes compétences du tout, d'ailleurs. Et en fait, quand on regarde, finalement, effectivement, en droit, tout le monde peut se présenter, mais dans les faits, l'origine sociale des élus, peut-être la prochaine fois, on amènera le graphique, j'ai un graphique, c'est pas les classes populaires. L'Assemblée nationale, notamment, je crois qu'il n'y a pas d'ouvriers du tout, il doit y avoir un employé ou quelque chose comme ça. Le reste, c'est des professions libérales, des personnes très diplômées ou fortunées. Sur la passivité, oui, ça c'est une des questions qu'on se pose et que on n'a évidemment pas la réponse. Personnellement, moi je serais pour qu'on puisse changer notre système éducatif pour délivrer un brevet d'aptitude aux charges politiques. C'est-à-dire qu'à 18 ans, tout le monde soit capable d'exercer le pouvoir. Et ça impliquerait de changer complètement notre éducation. En fait, ça enlèverait la passivité. Parce qu'en fait, si les gens sont aussi passifs politiquement aujourd'hui, en tout cas ne s'investissent pas beaucoup, c'est parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. Et on voit que dans les systèmes démocratiques où on donne du pouvoir aux gens, ils s'en saisissent, en fait.
Et ça peut aller très vite. C'est pour ça que je reste optimiste. À partir du moment où on change les institutions, la culture démocratique suit et très rapidement. C'est ce qu'on verra la prochaine fois. Mais ceci dit, un brevet d'aptitude de charge politique, ça nécessiterait d'apprendre aux enfants à analyser de manière critique la réalité, à compter, à lire, à faire de l'économie, de la sociologie, des sciences sociales, à avoir des bases en sciences, à pouvoir analyser des stats, à faire de la philosophie. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'à 18 ans, un gamin puisse exercer les charges politiques aujourd'hui, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, ça permettrait de mettre fin à la passivité. Pas 18. Comment? Pas 18. C'est la majorité politique aujourd'hui. Après, ça se discute aussi. Hein, pourquoi pas 16 ou 20 Après, par rapport aux outils qui permettent de se démocratiser, effectivement, c'est pour la prochaine fois, on va parler de ça. Dans le cadre de l'actuelle République, on peut déjà faire beaucoup de choses en fait, et il y a pas mal de bonnes pratiques qui existent ici ou là. Donc effectivement, par exemple, un conseil municipal pourrait décider d'ouvrir ses commissions. Elle peut le faire. Alors, en général, elle ne le fait pas, mais elle peut le faire. C'est pas interdit. Elle peut, je l'ai dit tout à l'heure, organiser des consultations, même si c'est pas permis en théorie. Donc, ce qui n'est pas permis, c'est que les consultations soient décisionnaires. Mais on peut quand même faire des consultations, et le conseil municipal dit, on se tiendra au résultat. Ça, on peut le faire dans le cadre de... Et même une petite mairie peut l'organiser aujourd'hui. On pourrait aussi avoir des budgets de quartier autogérés, donc attribuer, je sais pas, 500 000 € dans chaque quartier de Chambéry, ou même plus, en fonction de la part qu'on délibérerait, qu'on jugerait pertinente de garder au niveau d'un quartier, et ce serait des assemblées de quartier qui les gèrent. C'est pas interdit de faire ça, mais il faut de la volonté politique en fait. Ensuite, la démocratie, ça s'arrête pas non plus au système politique. Dans le système économique, il y a des formes de démocratisation aussi, parce qu'une entreprise, c'est aussi une oligarchie, voire une dictature. C'est soit un patron, soit des actionnaires, un petit groupe de gens qui décident finalement, et les employés ont très peu de pouvoir. Mais il y a des formes que vous connaissez, les SCOP, les SIC, même certaines assos qui pratiquent l'autogestion dans les entreprises et qui donnent autant de pouvoir à chaque personne, à chaque travailleur. Qui permettent, on en verra si on a le temps, un ou deux exemples la prochaine fois. Et puis dans les collectifs, les collectifs qui se créent ici ou là, les associations, etc., il y a des formes de démocratie ou d'autogestion qui existent. Certains collectifs décident de s'organiser démocratiquement et mettent en place spontanément des outils de rotation, de participation, de transparence. Certains utilisent la sociocratie, la prise de décision par consentement, le vote, etc. Donc, il y a pas mal d'échelles où on pourrait déjà aussi, dans le régime actuel, sans changer la Constitution, se démocratiser. Mais je ne vais pas trop empiéter sur la prochaine fois. Je vais redonner le micro à Agnès. Simplement, tu peux peut-être annoncer quand même la venue de Bernard Friot. Oui, Bernard Friot qui va nous parler de comment on fait de la démocratie dans le monde économique. Parce que la démocratie, en fait, c'est la souveraineté, c'est l'autogestion, c'est la liberté d'une certaine manière. Tout ça, c'est autogestion, démocratie, c'est synonyme, en fait. Donc, ce qu'il faut peut-être réaliser pour que ça advienne, c'est que chacun doit être acteur, finalement, partout où il est, et peut être acteur partout où il est, pour démocratiser la société. Ce que je dis aussi, je viens à Friot après, c'est que la démocratie, c'est pas un État. Quand c'est un État fixe, quand ça n'évolue pas, c'est plus démocratique. C'est un processus. Et donc la démocratie, c'est la démocratisation, en fait. Donc c'est aller vers
ces principes-là, aucune démocratie parfaite n'existe nulle part dans le monde, mais par contre, à partir du moment où il y a une tendance à aller vers ça, on peut considérer qu'on va vers la démocratie, voire qu'à un moment donné qu'on y est. Alors Bernard Friot, il va nous expliquer comment être souverain dans le monde économique, ce qui pour lui est plus important encore que dans le monde politique. Parce que quand bien même on serait souverain dans le monde politique, si on ne contrôle pas les entreprises, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà. Donc il vient nous exposer ça jeudi à 19h à Chambéry-le-Haut, 28 place du Forum, salle Bria-Savarin. Voilà, entrée libre. Et comment ? Ce jeudi-là ? Ce jeudi, voilà, c'est ça. Et en plus, si vous manquez la conférence en direct de M. Friot, vous pourrez revenir à la QCV au mois de mars, puisqu'ils reviendront nous présenter la pensée de M. Friot. Voilà. Ceci dit, pour conclure, parce qu'il faut conclure, je pense que vous nous parlez très bien de la démocratie, et tout ça, c'est un bel idéal. Mais la question que je vous poserai, et je crois que la dernière fois, il y a déjà quelqu'un qui voulait la poser, la démocratie pour quel peuple ? L'image, enfin, le concept de peuple dans votre propos, qui me paraît un peu absent. Voilà. On va s'arrêter là. Alors, avant de partir, non seulement il y a la boîte, mais surtout vous pensez à nettoyer vos chaises, à les plier, parce que on va pas faire ça à deux, et vous les raccrochez là-bas. C'est la démocratie. Hein ? Merci.